Bonjour à tous. Merci pour l'invitation qui m'a été faite de présenter le résultat de 6, attendez, j'ai oublié la chose, c'est pas grave. 6 ou 7 années de recherche. Bah, je vais attaquer tout de suite. Alors, le bien fondé de cette étude, en fait, vient de ce que il me fallait un sujet de Master 2. Et en cherchant un peu localement, puisque j'ai fait toute ma formation à l'université de Tours, est revenu aux oreilles de Christophe Morin, qui était mon directeur de recherche à l'époque, l'existence d'un petit fonds d'architectes, enfin c'est comme ça que ça nous avait été présenté à l'époque, conservé aux archives départementales de l'Indre, et qui était étiqueté sous le nom justement de Fonds d'Auvergne, en lien avec l'héritage laissé dans cette région, dans le sud de la région Centre-Val de Loire, par ce personnage que je vous présente à l'écran, Alfred d'Auvergne, qui était un élève d'Abel Blouet à l'école des Beaux-Arts de Paris, et de ses deux fils, Henri pour l'aîné et Louis, le cadet, qui sont tous les deux passés eux aussi à l'école des Beaux-Arts de Paris, mais eux dans l'atelier d'Émile Vaudremer, qui avait été coreligionnaire d'Alfred d'Auvergne quelques années auparavant. Alors, le petit fonds d'architectes dont il m'avait été parlé au début s'est avéré être un peu plus conséquent qu'on me l'avait laissé entendre, parce qu'en fait, tout simplement, le fonds en question n'avait jamais fait l'objet d'un inventaire circonstancié. Et il s'est avéré qu'en ouvrant toutes les boîtes qui constituaient ce fonds-là, on atteignait assez aisément un fonds, une sous-série de 80 mètres linéaires avec, entre autres documents, ce que je peux vous présenter ici. Je n'ai pas fait une énumération complète, hein, puisqu'on ça intègre aussi plusieurs centaines d'affiches, des dizaines de catalogues de commandes, publicités et autres. Et juste un petit souci. oui. Tu es en mode présentation et c'est ça qui joue. Ah oui, d'accord. Mets-toi en mode normal, oui, parce que je vois le mode présentation. Mais malheureusement, c'est ça. Donc, ça doit être mieux, a priori. Oui. Oui, non, aucun problème. Ce qui donc, après 2 années et demie de dépouillement, a abouti à identifier quelques 1300 édifices, soit construits, soit agrandis ou transformés de façon significative. Plus important encore peut-être, au-delà du nombre de créations, c'est le nombre d'interventions. Vous le voyez, 1907 interventions en quelques soixantaines d'années. Ça démontre avec éclat, je pense, que nous avons affaire à une famille d'architectes qui était en position monopolistique localement. Puisque, en fait, l'importance de ce fonds s'explique prioritairement par la position du père puis du frère aîné dans l'Indre. Tous les deux étaient architectes départementaux entre 1850 et 1919. Et donc, dans une région centre qui est restée dans l'historiographie principalement pour ses bassins tourangeaux, hein, en termes de vivier d'architectes, on a bien sûr en tête Laloux et la dynastie Rohar, mais tout ce qui est la partie sud-sud-est de la région, le Berry en fait, pour le dire vite, était assez dépourvu en nombre d'architectes, et en fait il faut attendre 1878 pour que Alfred d'Auvergne rencontre un concurrent digne de ce nom. Donc, pendant les 20 premières années de sa pratique, il était en fait le seul architecte diplômé à exercer dans le département, et on comprend aisément qu'il ait pu poser les bases d'une dynastie à venir. Toutefois, moi, ce qui m'intéressait, au-delà d'étudier ce que pouvait être l'architecture départementale, puisqu'on a tous, même si c'est un statut qu'on connaît finalement assez peu, que l'historiographie a peu étudié, même si, bien sûr, on doit à ce sujet citer les travaux de Chantal Calais sur l'architecte Théophile Segretin notamment, mais aussi ceux de Nolwenn Rano sur l'architecte Bigot. On sait que l'architecture départementale est avant tout une architecture de la commande publique, officielle, puisqu'un architecte départemental a pour mission de veiller à la construction ou à l'entretien des préfectures et sous-préfectures, des palais de justice, des prisons, maisons d'arrêt,
et des gendarmeries. Donc, il s'agit là d'un programme général finalement assez rebutant quand on considère l'enseignement de l'école des beaux-arts de l'époque, puisque c'était avant tout, dans la suite de Durand, la logique finalement de la production en série et normative, édictée notamment par le Conseil général des bâtiments civils. Ici, pour vous donner un exemple de ce type de réalisation dans l'armée d'Auvergne, Alfred d'Auvergne, c'est simple, a construit les 4 palais de justice du département. Et donc, on est là, en fait, face à une production presque de sister ship, comme on le dirait dans la construction navale. En fait, pour tout vous dire, il n'y a qu'un 1 mètre de largeur supplémentaire pour le palais de justice d'Issoudun. Sans ça, ce sont absolument les mêmes édifices. Et en plus de ça, qui ont été construits tous les 3. Le 4e, c'est un cas un peu particulier. Tous les 3 dans un mouchoir de poche en une décennie, finalement. Or, pour ne rien vous cacher, ce n'est pas ce type-là d'architecture qui m'intéressait tout particulièrement, et le fait d'étudier l'architecture départementale en elle-même étant une production réitérative et vraiment de palimpseste. Ici, pour vous donner un exemple aussi, hein, la famille en fait est intervenue dans, que je ne vous dise pas de bêtises, 420 édifices scolaires dans le département. Et en fait, ce qui est intéressant ici, notamment dans la suite des productions de Normand notamment, mais pas uniquement, il était intéressant de voir l'évolution des plans types de l'agence quant à la production scolaire. Et on s'aperçoit que ce que retient l'historiographie en termes de chronologie et même d'évolution des plans types, en tout cas pour ce qui concerne le cadre des d'Auvergne, mais ça doit pouvoir se retrouver dans d'autres régions un peu plus dépourvues en nombre d'édifices scolaires. En fait, l'examen général de toutes ces réalisations démontre assez clairement que les plans types ne disparaissent pas en fonction des différents décrets d'application qui peuvent être pourvus par les gouvernements successifs, que entre cette école de première manière, si je puis dire, d'Alfred d'Auvergne, jusqu'à ce modèle qui correspond davantage au plan type qu'on a tous en tête dans les publications de modèles référencés notamment, hein, mais pas uniquement à partir de la Troisième République, jusqu'au projet de groupe scolaire vraiment triomphant de la fin de la période. Et bien en fait, ces 3 types, enfin, on identifie une petite dizaine de plans types dans le catalogue d'Auvergne, mais cohabitent assez aisément pendant des échelles de 15-20 ans. Alors ça se tuile, il n'y a pas de disparition brutale. Et de ce point de vue-là, on voit bien que chaque réalisation est un cas particulier, puisqu'en fait, elle dépend principalement du bon vouloir des conseils municipaux, qui, eux, réagissent en fonction de leur marotte, leur goût personnel, l'architecte mettant à leur disposition les recueils de plans. En fait, les décisions sont parfois un peu éloignées de la logique du nombre d'élèves par salle, de la hauteur sous plafond nécessaire. Et c'est vraiment là une logique esthétique qui peut se surimposer aux questions qui sont édictées depuis les ministères et même selon la fantaisie de l'architecte. De ce point de vue-là, un autre souci quand on étudie une famille ayant eu une activité aussi prolixe et sur une telle période de temps, c'est la succession des différents types de chantiers. Ici, vous avez une vue au tout début 20e du quartier de la préfecture de Châteauroux. La préfecture en elle-même, le bâtiment de la préfecture date de 1840, 1838. Il n'a pas été réalisé par les d'Auvergne, mais ils y ont travaillé, ils l'ont redécoré assez régulièrement, modernisé, changé le système de chauffage 2-3 fois. Ils ont aussi, dans le cadre de la préfecture, investi le château Raoul, ancien donjon, une place forte de Châteauroux, qui a fait l'objet d'une grande restauration entre 1878 et jusqu'en 1912. Mais ils ont aussi construit en différents temps, différentes périodes, à droite un bâtiment de bureau, au milieu le bâtiment des archives départementales, et à gauche leur propre maison, en fait, avec le cabinet de l'agence, qui se trouvait être pendant très longtemps en fait, le premier bâtiment officiel que vous voyez quand vous engagiez dans la rue de la préfecture, rue qui se trouvait ici, vous ne le verrez pas, enfin, le rue qui se trouvait en fait juste devant la maison des architectes, et en fait qui était une rue vraiment close par de hauts murs et qui ne donnait à voir finalement que la porte d'entrée du château. La place en elle-même a été construite par Henri d'Auvergne autour de 1905.
Et en plus de ça, s'ajoutent aussi dans ces considérations des commandes à caractère privé, et notamment ici avec l'installation d'un couvent dans les anciennes dépendances de la chapelle du château Raoul. Donc, vous le voyez, dans un même cadre, un territoire assez restreint finalement, on a au moins 5 programmes qui cohabitent, et en plus de ça, dans des interventions qui se mélangent assez joyeusement. Pour vous donner une idée de ce type de problème avec le cas d'Auvergne, ici le point vert c'est le château Raoul, le point jaune c'est la maison d'Auvergne, et voici résumé, évidemment sans légende, mais si vous voulez que je sois plus précis, je peux le faire, voici résumé le nombre d'interventions à l'échelle de Châteauroux de cette famille, qui s'est aussi faite en dehors de cette réalisation publique des commandes préfectorales et communales, c'est aussi fait un devoir de répondre à la commande privée. Et Alfred d'Auvergne, notamment, transcende même la position de l'architecte au XIXe siècle, puisque c'est lui qui a livré le projet pour le premier réseau d'égouts moderne de la ville de Châteauroux, et qu'il a participé à la création de plusieurs voies, et il projetait même la réalisation d'un pont que vous voyez en pointillé enjamber le cours de l'Indre. Donc, vous le voyez, toutes ces réalisations, à chaque couleur répond à un programme particulier, ont été faites dans une période de temps assez longue, certes, mais surtout sans cohérence propre, puisqu'on a différents types de commanditaires et que, évidemment, les moyens ne suivent pas toujours pour les ambitions. Ici se pose l'écueil, en fait, qui se présente à moi depuis quelques années maintenant, quand il s'agit de résumer ce travail de recherche. Déjà, je ne devais pas procéder à une monographie sur un architecte, mais sur 3, en fonction d'archives que je découvrais au fur et à mesure. Et aujourd'hui, pour essayer de tenir le temps qui m'est imparti, il était difficile de résumer chacun des parties, chacun des programmes que ces 3 architectes ont pu suivre de façon successive, connexe ou même différente. Donc, pour essayer, puisqu'on est en petit comité, je me suis dit que ce serait une vision un peu intéressante aussi, j'ai essayé de vous présenter une dizaine de portraits, en fait, qui correspondent à des personnages qui sont soit des commanditaires ou des interlocuteurs privilégiés de cette famille, et à chacun de ces portraits correspond soit un programme, soit un enjeu majeur qui pouvait sous-tendre cette recherche, qui pouvait aussi bien concerner Alfred qu'Henri ou Louis d'Auvergne. Du coup, je vous laisse le choix, si jamais un portrait vous intéresse plus qu'un autre. Peut-être reconnaissez-vous quelqu'un, je ne sais pas. Oui, vous verrez les noms apparaître un peu après. Mais si ça vous, sans ça, je peux choisir arbitrairement. Ah, en bas, très bon choix, puisqu'il s'agit de Solange Clésinger-Sand, la fille de Georges Sand et l'épouse du sculpteur Clésinger. Alors évidemment, je ne vais pas résumer ici la position de la famille Sand dans le département de l'Indre. Vous connaissez la position de cette autrice, très célèbre pour le XIXe siècle, mais surtout, en fait, avec Solange Sand, dans cette lettre notamment, on s'aperçoit d'un enjeu crucial pour un cabinet d'architectes comme celui des d'Auvergne, car une fois assurée la position officielle, le peu de commandes finalement offertes par les instances publiques dans le département obligeait l'architecte départemental, dans l'Indre, mais dans tous les autres départements où ça lui était possible, par la loi, de requérir à la commande privée. Or, de ce point de vue-là, les réalisations d'un Alfred ou d'un Henri d'Auvergne sont assez intéressantes, puisque les 2 hommes, si on cumule leur œuvre commune, sont intervenus dans une centaine de châteaux dans le département, auprès de châtelains de hiérarchie et de fortune tout à fait différentes. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, on parlait d'architecture qui répond à un besoin, à une demande, et ici, typiquement, les d'Auvergne ont été les grands acteurs, les grands agents de la réponse déjà au goût et à la fantaisie des commanditaires, et dans un deuxième temps, dans l'émergence du confort moderne dans des maisons parfois insalubres, voire même, le plus souvent en tout cas, inchauffables. À titre comme ça d'exemple, j'aurais pu évoquer d'autres choses. Ici, vous avez un projet de cheminée monumentale pour un château qui se trouve à Châteauroux. Et en fait, vous voyez, de façon assez classique, pour celles et ceux qui se sont intéressés à l'architecture du XIXe siècle, vous voyez sur un même plan proposer 2 possibilités de réalisation. Or, ce que vous devinez, notamment sur le pinacle ici, c'est qu'en fait, avec ces 2 projets, l'architecte a fait une synthèse. Tout simplement parce qu'en présentant ces deux visions pour cette cheminée,
Alfred d'Auvergne a accepté de se complaire au goût du commanditaire, à qui plaisait le sommet de ce manteau, le dessin en trilobe un peu évasé à droite. Et quand on regarde la cheminée aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, c'est cette partie-là du manteau qui a été retenue, avec un autre système constructif pour la fonte à l'intérieur. En fait, ici, on voit se profiler un architecte qui est dans le compromis. On parlait de compromission tout à l'heure, mais la question peut être posée. Et surtout, on est bien là face à un profil d'architecte qui va à l'encontre de ce à quoi on est habitué quand on étudie notamment les grands noms du siècle, et tout particulièrement, j'ai en tête Viollet-le-Duc, qui était réputé pour ne pas composer énormément, ou du moins à contre-cœur avec ses commanditaires. Alfred d'Auvergne, notamment, en revanche, lui se fait, je me suis un peu emballé, se fait le chantre de répondre à la demande, au point même de noyer un peu trop le poisson, et on a parfois du mal à discerner où se situe la vision, si tant est qu'il y en ait une, du praticien. Mais surtout, ce qui est important, c'est vraiment ce que je disais autour de la question du confort. Ici, vous voyez les d'Auvergne dans leur intérieur, dans une salle qui, en fait, n'existait pas dans l'Indre avant le 19e siècle, la salle de billard. Notamment, ce qui est intéressant ici, c'est que le billard, étant un jeu de sociabilité imposé, en fait, ce qui était amusant notamment, c'était de voir qu'on était prêt à ajouter des pavillons entiers à son château pour pouvoir disposer d'une salle de billard. Et ce qui était amusant d'autant plus, c'était de voir que le nombre de chantiers faits pour la création d'une salle de billard a été plus développé après qu'on ait posé un impôt sur le billard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu une taxation, il était de bon ton de se doter d'un billard pour montrer qu'on était capable de payer une taxe supplémentaire. Et l'architecte était suffisamment fin en plus pour que ceci se voit dans le paysage, puisqu'il y a différents types dans sa pratique, dans ses plans types, qui attestent de ce que derrière tel pavillon à pan coupé, vous avez nécessairement un billard au rez-de-chaussée. Donc, pour qui connaît l'architecture, la production d'un Auvergne, si vous baladez dans la campagne berrichonne aujourd'hui et que vous voyez un château avec un pan coupé 19e, il y a fort à parier qu'à un moment ou un autre, il y a eu un billard dans la salle. Enfin, bon, on voit qu'à travers cette anecdote un peu amusante, mais ce qu'on voit, c'est surtout une mise en série, évidemment, de la notion de confort, de l'esthétique. Et en ça, il y a là, avec le cas d'Auvergne, grâce à la richesse des archives conservées, il y a un moyen de mettre en regard de façon assez exhaustive la production sérielle de la commande publique avec celle de la commande privée, qu'on a parfois beaucoup plus de mal à déceler. Alors, il me reste quelques minutes, peut-être avez-vous une autre envie? Non? Oui? Tout à droite? Oui. Arthur Meyer. Alors lui, pour le coup, peut-être vous êtes-il connu, parce qu'en fait, c'était le sémillant propriétaire, directeur du journal Le Gaulois. Israélite d'origine, converti au catholicisme en pleine affaire Dreyfus. Vous avez là un des chantres de la presse monarchiste de la fin du 19e siècle, en tout cas un des pivots de la sociabilité éditoriale du Paris Belle Époque. Alors, je vais revenir sur Arthur Meyer un peu plus tard, mais surtout ici avec le cas des d'Auvergne, et en particulier de Louis d'Auvergne, affleure une donnée qu'on a parfois du mal à tracer, c'est le lien entre l'architecte et la presse. Alors, pour ce qui est de la presse professionnelle, architecturale, là-dessus, les choses sont beaucoup plus balisées, beaucoup plus étudiées, et ça va de soi, notamment grâce aux numérisations galopantes auxquelles on assiste, on peut faire ces études d'autant plus finement, et on le sait, produire ces réalisations dans la presse professionnelle, c'était l'assurance de faire connaître sa pratique, et en la matière, finalement, si Alfred d'Auvergne s'est borné à finalement ne publier que 2 de ses réalisations, le peu de chantiers connus documentés de Louis d'Auvergne ont la plupart du temps fait l'objet d'une recension dans la presse, la construction moderne, mais pas uniquement. Or, avec Arthur Meyer, se dessine un autre profil, c'est-à-dire les rapports de l'architecte avec le monde de la presse pour rentrer en contact avec des commanditaires. Et là, on touche davantage à une sociabilité de la commande qu'une sociabilité professionnelle. Ici, vous voyez une vue du palais Potocki qui est attribué à Louis d'Auvergne, palais construit en Ukraine pour un architecte qui, pour autant que je puisse en juger, n'a pas dépassé les limites de la Belgique. Ici, évidemment, tout tient à la famille, les Potocki, qui était une
très grande famille de la noblesse polonaise, qui était aussi réputée pour passer le plus clair de son temps à Paris. Et ici, avec d'autres réalisations, on a notamment en tête le château de Dangu qui avait été reconstruit pour la famille Pozzo di Borgo. On voit bien que Louis d'Auvergne a tout particulièrement soigné les liens, ses rapports avec cette clientèle ultra, mettons, monarchiste, et surtout du Gotha parisien, et avec Arthur Meyer, ce qui est d'autant plus amusant, assez cosmopolite, puisque il s'avère en fait que c'est le journal Le Gaulois qui a mis en cheville, en contact, si je puis dire, l'architecte Louis d'Auvergne avec le syndic qui projetait la réalisation des fameux hôtels du Trocadéro et de Passy, immeuble assez iconique de l'architecture parisienne que vous connaissez toutes et tous, en tout cas pour quiconque est passé par la station de métro Passy, vous ne pouvez pas ignorer ces bâtiments. Or, il s'avère que sans les accointances initiales qu'avait pu nouer Louis d'Auvergne avec le journal Le Gaulois, il y a fort à parier qu'on aurait fait appel à un autre architecte pour réaliser cet ensemble majeur qui a aussi causé sa perte, puisque c'est à cause des hôtels du Trocadéro et de Passy que Louis d'Auvergne fait une banqueroute assez monumentale en 1902. L'affaire n'ayant pas réussi à hauteur des espérances, l'architecte étant créancier à plus de 70 000 francs de l'époque, il était dans la capacité de rembourser et donc il a été obligé de mettre la clé sous la porte. Entre autres choses, mais alors là je ne vais pas avoir le temps de développer, c'est le profil d'Arthur Meyer, qui lui-même était propriétaire, et ici c'est tout à fait intéressant puisqu'on n'est pas loin, il était propriétaire du musée Grévin, et donc c'est lui qui l'a mis en contact avec le propriétaire du Grand Guignol, le théâtre connu pour son épouvante et son spectacle un peu populaire, pour des réalisations un peu plus atypiques, notamment ce fameux manoir à l'envers, réputé être l'ancêtre des maisons hantées de parcs d'attractions. Alors pour celle, peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà... Ah ben exactement, de Disneyland Paris avant l'heure. Il s'avère qu'en fait, toute la construction avait été construite esthétiquement à l'envers, à l'extérieur. Les façades étaient plantées toiture dans le sol et fondation en terrasse, si je puis dire, parce qu'il y avait un toit terrasse pour voir toute la... Mais surtout, à l'intérieur, il y avait un jeu de miroirs, de ressorts qui faisait que le parquet bougeait et surtout, vous voyez tout l'alentour à l'envers. Donc, vous voyez, c'est non seulement une maison hantée, mais aussi le palais des glaces l'un dans l'autre, avec des diseuses de bonne aventure qui faisaient leur boniment à l'intérieur. Donc, on a là un architecte qui finalement a réalisé beaucoup de choses grâce à ce milieu de la presse, et là, dans un rapport d'ordinaire plus ténu et plus difficile à toucher. Voilà, alors j'ai atteint mes 22 minutes, je pense que je vais m'arrêter là, ou en tout cas m'acheminer vers une conclusion. Donc, vous l'aurez compris, à partir du cas d'Auvergne, évidemment, je n'ai pas évoqué l'architecture religieuse, on a d'autres enjeux aussi, notamment autour de la production industrielle, mais à partir du cas d'Auvergne, quelques éléments majeurs m'inclinent, moi, à poursuivre la recherche. Tout d'abord, c'est ce fait dynastique où on a des familles de commanditaires qui suivent les familles d'architectes. Les enfants vont parfois à la même école, grandissent ensemble et donc les sociabilités se perpétuent d'une génération sur l'autre. Vous aviez le portrait notamment de la famille Balzan, une grande famille d'industriels connue aujourd'hui pour avoir lancé Coco Chanel et surtout l'uniforme en bleu horizon de nos troupes en 1915. Donc vous voyez une grande famille d'industriels qui s'est attachée la fidélité de cette famille au point qu'elle lui passait toutes ses commandes dans l'Inde, mais aussi en France, puisque c'est par la famille Balzan que Louis d'Auvergne a construit l'église Saint-Pierre de Neuilly et d'autres réalisations du genre. Donc, il s'avère, et les chiffres sont là pour le prouver, que le fait dynastique dans la construction d'une carrière architecturale, en particulier au XIXe siècle, mais pas uniquement, est un élément tout à fait intéressant qui serait intéressant, en tout cas dont l'étude serait intéressante à poursuivre. En outre, et toujours comme je le disais dans la suite du jalon important qui a été posé par Chantal Calais, il est intéressant de poursuivre notre compréhension de la constitution d'un corps assez contrarié, mais d'un corps néanmoins du moins au XXe siècle, du corps des architectes départementaux, puisque c'est une profession un peu oubliée aujourd'hui, mais qui a été majeure quant à diffuser les plans types, les programmes et les normes nationales dans la France d'alors. Puisque si vous comptez avec moi deux d'Auvergne pour la deuxième moitié du XIXe siècle, en fait, à Tours, dans la même période de temps, il y a 4 architectes départementaux. Donc, vous voyez que, mettons qu'on table sur 4 à 5 architectes départementaux par département,
On a là toute une galerie de monographies potentielles qui s'annoncent. Alors, pardon, le PowerPoint a continué son chemin de vie. La troisième point que je voulais aborder, c'était justement l'étude, poursuivre l'étude comme ça de ce rapport entre les architectes départementaux d'une part, avec l'aménagement des villes de troisième rang. Châteauroux, je pense que bien peu d'entre vous ont poussé jusqu'à Châteauroux, c'est normal, moi-même, avant de commencer cette étude-là, je ne connaissais que assez peu. Et donc, on a là aussi des sous-préfectures ou des préfectures, des villes tout à fait importantes quant à comprendre ces types de carrières. Je vous remercie pour votre attention.